Mouatine, c'est encore l'émission 30 minutes et puis c'est tout. Alors comme vous savez, j'ai toujours des invités de marque et lui, franchement, c'est un invité de marque. Alors déjà, c'est un auteur, il est d'origine congolaise et c'est aussi un panafricaniste. Donc on va peut-être parler de choses un peu chaudes pour la communauté, en tout cas afro. Mais c'est vraiment avec un grand plaisir que j'accueille Momy Mbouzé ici à Mouatine. Merci Christine. Comment vas-tu? Je me porte super bien. Super bien. Alors aussi un petit secret, en fait c'est Kaïcha. Kaïcha, voilà. Ok, ça va. Comme ça tu sais. Ok, ça va. T'inquiète, tu seras pas puni, Ok. Voilà, j'aurais dû te le dire, voilà. Ouais. Et je pensais que le monde entier savait, je mais pensais voilà. que c'était le nom de famille, au fait. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Donc tu connais pas mon nom de famille, alors? Je vais chercher, je vais investiguer. Ok, donc voilà, donc tu es un auteur. En plus, tu étais un rappeur avant. Je fus un rappeur. Tu es un rappeur et tout. Après que je recherche un peu des petites vidéos, si c'est possible. Il y en a quelques-unes. Je ne demande pas mes enfants parce qu'ils vont tous balancer. Ah, c'est vrai? Si, il faut qu'on voit Momy. Ouais. Et c'était quoi ton nom de rappeur? Sidjaman. Sidjaman, ok. Donc il faut googler Sidjaman alors, c'est ça? Ne googlez pas trop. Bon, en tout cas, de rappeur, tu es passé à auteur. Oui. Alors comment s'est faite cette transition? Disons que cette transition s'est faite, je vais dire, assez normalement parce que déjà à la base, quand on est rappeur, on est quelque part activiste. On est activiste, on est quelqu'un d'engagé. Et du coup, je suis passé par des thèmes très engagés politiques et puis plus vers l'Afrique, vers le Congo. Et puis, je me suis découvert justement ce côté panafricain-là que je n'avais pas vraiment avant. Ah ouais. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à ça. Et puis, bon, une fois qu'on est dans l'écriture, en tout cas de l'écriture engagée de textes par rapport à la politique et autres, à l'écriture de romans, fiction, comme maintenant, il a fallu encore un autre déclic, ça a été la paternité. Ah. Le besoin de raconter des histoires, de raconter une transmission, une transmission, voilà, transmettre des choses à ma fille aînée, à mes enfants qui correspondent plus à leur image, à leur culture, à ce genre de choses. C'est de là que je suis passé vraiment de l'écriture en tant qu'activiste à l'écriture en tant que roman. Ok, donc tu as d'abord commencé donc par des sujets plutôt sérieux, activistes, etc. Puisque en plus comme tu étais rappeur, donc j'imagine que c'était pas rappeur yo my bitches, c'était plutôt la conscience de soi, du fait qu'on a de la valeur, etc. Tout à fait. Justement un petit bébé. Qu'est-ce que je peux là? Je crois qu'il va pas comprendre mes combats là. Il va peut-être comprendre des histoires un peu plus. Tout à fait. Non, c'est parce que quand je regarde des films comme Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, un moment en tant qu'Africain, je me suis dit mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça me transmet comme message par rapport à mon identité à moi. Et c'est là que je me suis dit, qu'au lieu de seulement attendre d'être consommateur, je deviens producteur de récits. Et c'est là que j'ai commencé à puiser dans l'histoire africaine, dans les mythes africains, les légendes africaines, des éléments pour, à mon tour, écrire une histoire que j'ai écrite. Le premier, ça a été les Chroniques de l'Empire Ntou. Oui. Je voulais à la base écrire juste une petite histoire sur une princesse guerrière, mais au fur et à mesure que j'écrivais, je voyais que le sujet s'étoffait, à cause justement de toute la connaissance que j'avais par rapport à l'Afrique, sur l'histoire de ce peuple. Donc tu t'es beaucoup instruit, alors tu as beaucoup cherché justement les légendes, etc. Tout à fait. Et tout ce que je connaissais par rapport à l'Afrique depuis mon enfance, par rapport à notre histoire depuis mon enfance, tout est revenu à la surface et c'est ainsi que j'ai pondu une trilogie en 6 mois, quoi. Oh wow, en 6 mois. En 6 mois, ouais. Alors moi qui écris des scripts, bon, je peux pas, j'ai un peu honte tout d'un coup. Donc c'est quoi, c'est tous les soirs, c'est tout le temps, en fait, c'était quasiment tous les soirs non-stop de janvier à juin. Ouais. J'écrivais parfois jusqu'à 6h du matin, de 19h à 6h du matin, non-stop. Dès que je finissais le premier tome, j'enchaînais sur le deuxième. Pendant que j'écrivais le deuxième, je prenais déjà note pour le troisième. Et c'est comme ça que j'enchaînais. Et en juin, quand je me suis arrêté au troisième tome, j'ai fait... What? C'est moi tout ça. Et c'est de là qu'est parti justement mon côté auteur de romans fiction. Je suis passé après la science-fiction. Il y a d'autres bouquins et ça ne s'arrête plus. Ah d'accord, ok. Donc là, maintenant, tu es à combien alors? Au total de livres publiés, je suis à 12-13. Ah waouh. Ouais. Ok. Et t'as commencé il y a combien de temps? En fait, vu que j'ai développé une technique d'écriture qui me permet d'écrire plusieurs livres à la fois. Ah oui. C'est ce qui me permet d'avancer sur plusieurs projets à la fois. Par exemple, là, je suis sur le tome 4 de mon livre de la saga science-fiction Kemetos. Je suis sur une adaptation des Chroniques de l'Empire Ntou en anglais, en format enfant en français, en bande dessinée. Je suis aussi sur un autre projet de livre qui doit sortir aussi un peu plus tard. Et puis, il y a les 11 hors-série des Chroniques de l'Empire Ntou que j'écris beaucoup. Oh waouh, c'est clair, oui. Et donc, mais donc voilà, donc ça se traduit comment en fait, puisque
je veux dire, attends, bon, moi j'écris, mais bon, j'avoue que je suis quand même un peu paresseuse parfois, mais voilà, donc ça veut dire que tu te promènes avec un bouquin et comme ça dès que Non, tu pas du tout, à la maison. alors, Au fait, la technique d'écriture, je me suis inspiré un peu de la naissance, c'est-à-dire lorsqu'un enfant naît, il faut lui donner un nom. Donc, je cherche d'abord le titre du livre. oui. Et une fois que j'ai le titre, j'ai l'histoire globale, je le répartis en chapitres ou en parties. Une fois que j'ai chaque chapitre, je commence à noter dedans les éléments importants de chaque chapitre. Ouais. Je laisse reposer pendant 1 à 2 semaines. Oui. Et ainsi, quand je reviens dessus et que je commence à écrire, là, ça part tout seul. Ça part tout seul. Voilà. Ok. Et donc alors c'est des livres, bon voilà, comme tu expliques, c'est un peu la science-fiction, etc. Comment est-ce que les gens réagissent par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est rare hein, que des auteurs africains fassent justement tout ce qui est fiction, etc. Donc est-ce que les gens sont là et se disent oh là là, Ouais, ils sont ou très... alors ils sont justement attirés? Ouais, ils sont très étonnés parce que surtout dans le monde francophone africain, donc Afrique noire, on est très peu, trop peu à écrire de l'épique fantasy, aventure, fiction, science-fiction, on est trop peu à l'écrire. Et bon, ma particularité à moi, c'est que j'ai fait plus que simplement raconter une histoire. On retrouve vraiment des éléments, en tout cas pour ceux qui se connaissent un peu ou bien qui ont une petite notion de l'Afrique, ils vont retrouver des petits éléments comme ça en rapport avec l'histoire de l'Afrique, les légendes africaines. Et dans Kemetos, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que bon, là c'est plus de la science-fiction en anticipation par rapport au futur de l'Afrique. Là, j'ai carrément fait parler mes personnages dans leur langues africaines. Kinyarwanda, Kirundi, Shona, Lingala, en langue Igbo, etc., en Wolof, en Malinké. Donc t'as eu de l'aide, j'imagine, puisque oui. ou alors tu polyglottes dans toutes les langues du pays. Pas à ce niveau. Et c'est justement le côté panafricain qui est arrivé là aussi, c'est que je voulais vraiment que, au-delà du côté science-fiction, qu'il y ait vraiment une signature africaine, une signature culturelle, et pour moi c'était la langue. Oui, j'ai mis toutes les langues africaines que je pouvais avoir par rapport à mes personnages. D'accord, ok. Et donc, comment alors on fait alors pour se procurer tes livres qui vont les mes livres, on peut se les procurer directement chez moi, sur ma page Facebook, sur la page Facebook des livres. On peut aussi les avoir sur Amazon. Ah oui, sur Amazon. Ouais. Ok. Donc, il faut, même si on tape juste Momi, c'est bon, Momi Mbouzé. Oui, Momi Mbouzé, les titres livres, les chroniques de l'Ambiantou, Kemetos. Mais à part ça, j'ai écrit aussi d'autres livres qui ne sont pas de la fiction. Par exemple, Mémoire de paternité, qui était une sorte de carnet de notes où je parlais à ma fille alors qu'elle était encore dans le sein de sa mère. Oui. Entre son 6e mois et son 9e mois. Je lui racontais ma vie, mes coups de gueule, mes joies, mes délires. J'ai eu aussi fragments de vie que j'ai écrit après mon premier voyage, mon deuxième voyage en solo au pays en 2017, où je racontais un peu mon expérience, mon point de vue sur beaucoup de choses par rapport au pays, comment entreprendre, retourner au pays. Mais c'est vrai que la plupart de mes livres, c'est vraiment de la fiction. Ah oui, la fiction, c'est le meilleur moyen pour moi de transmettre des idées, de transmettre des projets, de transmettre une vision du monde, un paradigme. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux aller dans tous les délires que tu veux. Exactement. Sinon, on reste cadré, on reste limité. Ouais. C'est pour ça que dans Kemetos, je me suis vraiment fait plaisir, c'est que j'ai voyagé, je suis allé dans l'Afrique du 23e siècle. Ah oui, carrément. Je l'ai réécrite moi-même. Wakanda, quoi. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Non, parce que quand je vois l'évolution de l'Afrique aujourd'hui, je me base sur des faits actuels pour me dire peut-être que ça sera comme ça dans le futur. Et il y a des faits qui, lorsque je les vois dans l'actualité, je dis souvent aux gens sur Facebook, vous voyez, ça me rappelle ce que j'ai écrit dans mon livre qui pourrait arriver, ce genre de choses. Oui. Et ben, en parlant de Wakanda, qu'est-ce que tu as pensé alors de Black Panther? Ah, mais ça, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, pour mes enfants, c'était un film qu'il fallait. La représentativité compte et de montrer aussi une Afrique qui est autre que juste la colonisation, l'esclavage, les dealers de drogue, les bandits, etc. Nos enfants ont besoin d'une Afrique magnifique. Ils ont besoin de voir une Afrique autre, ou en tout cas des Africains autres que ce qu'on voit dans la plupart des films. D'accord. Ouais. Et donc, ben voilà, justement, toi, comme tu as 3 enfants, tu as tes livres, est-ce que tu leur as lu déjà? C'est ton premier public? Sont mes premiers fans. Premier fan carrément, même pas public quoi. Sont mes premiers fans, ils connaissent par exemple le personnage principal des Chroniques de l'Ambiantou. Son nom, je me suis inspiré du nom de ma fille aînée. Donc ma fille elle s'appelle Niasha, mon personnage s'appelle Neesha. Donc je me suis inspiré d'elle et bon, elle s'est approprié le personnage et depuis elle sait que le personnage c'est elle quoi. Ah oui, OK quoi. Donc c'est moi là. Ouais, et en plus, elle est en train d'écrire sa propre version de mon livre. C'est vrai? Ouais, elle a commencé il y a quelques mois. Elle a quel âge? Elle va avoir 10 ans. 10 ans? Waouh, c'est bien. Donc, toi et ta fille, vous allez là jusqu'à 6 heures du matin, en train d'écrire, qui écrit. Et ce qui est bien, c'est qu'elle, elle écrit en néerlandais. Ah bon? Ouais, elle écrit en néerlandais. Ok, donc il faut que l'autre fasse l'anglais alors, quoi. Ouais, tout à fait. Je peux faire l'anglais. Ouais, non, on travaille sur à tous les niveaux. Beaucoup me demandent même des traductions en swahili, en d'autres langues africaines. Ah, c'est bien. Ouais, mais bon, ça, c'est un travail de longue haleine. Il y a aussi des projets d'adaptation en jeu
jeu vidéo, en bande dessinée, en film d'animation. C'est vrai que ça pourrait ça être part dans chouette, tous les quoi. sens. Ça part dans tous les Vraiment sens. être chouette. Donc Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose derrière et je pense que voilà, avec une Exact. imagination tellement débordante, je Exact, crois que ce serait exact. triste que justement Exact. que ça ne reste que dans le livre, mais c'est déjà bien parce qu'il faut que les gens lisent aussi parce que Tout à fait. on lit pas assez. On n'y pas assez. Donc voilà, je dirais à part peut-être les réseaux sociaux, mais je veux dire, pour moi c'est pas la lecture, mais je veux dire, on n'est pas assez. En fait, parce que quand on lit, on est tellement dans le monde de la personne, Exactement. même si c'est une autobiographie, on est complètement coupé du monde, quoi, et on Tout à arrive à se mettre dans quelque chose d'autre, et franchement, c'est bien, mais c'est vrai, il faut lire assez même moi, j'avoue, je lis pas assez, j'écris pas assez. Ok. Donc voilà, Momi, tu sais tout sur moi maintenant. D'accord. J'ai noté. Donc, alors voilà, donc tu es un amoureux de l'Afrique. Ouais. Vrai amoureux de l'Afrique, panafricain, mais aussi tu as fait dernièrement, tu as fait un voyage donc dans les deux Congos. Les deux Congos. Et donc tu dis que en fait apparemment tu parles, enfin tu prends des notes, tu parles de ce que tu vois, de ce que tu expérimentes, etc. Donc alors ça, comment est-ce que ça se traduit tout ça? Bah, ça se traduit sous forme de podcast que j'ai sur SoundCloud, mon SoundCloud. Donc, que d'écrire un énième livre, je me suis dit non, cette fois-ci, je le fais en format audio, comme ça part direct. Ouais. Je suis en contact avec une maison d'édition au Togo qui justement est dans l'adaptation des livres en format audio. Ah, okay. Donc, j'ai déjà signé un contrat avec eux à ce niveau-là. Et je pense que c'est plus fluide aussi que de parler directement, de le faire à cœur ouvert. Et je voulais justement le partager pour que ceux qui n'ont pas les possibilités forcément d'acheter un livre puissent y avoir accès directement au format audio. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait en format audio pour justement donner accès à un maximum de personnes. Mais comme tu l'as dit, c'est vraiment pour moi une opportunité pour parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de plusieurs réflexions que j'ai eues par rapport au Congo, mais qui s'applique aussi à beaucoup d'autres pays africains. C'est pour ça que j'aime beaucoup insister sur le fait que quand je parle du Congo ou de Kinshasa, je m'adresse aussi aux autres pays africains parce que ce sont souvent les mêmes réalités qu'on peut retrouver. Brazzaville, Kinshasa, Yaoundé, Douala, Dakar, on peut retrouver les mêmes réalités. Et c'est pour ça que c'est super important de partager parce que dans notre communauté, on ne partage pas assez nos expériences. Un tel va au pays, au Burundi, Tanzanie, je ne sais pas où, quand il revient, il ne partage pas. Parfois il partage, parfois il ment, parfois il exagère aussi. Exactement. Ou c'est pas la réalité. Alors qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe là-bas, à quoi ils vont avoir à faire face. C'est surtout pour ceux qui veulent retourner définitivement pour investir, pour y travailler, pour créer quelque chose. Ils ont réellement besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, comment se passent les choses. Et c'est pour ça que c'est super important d'être plus que des touristes dans nos propres pays. Voilà, moi j'y vais comme observateur, comme explorateur, comme entrepreneur, et c'est pour ça que je prends cette information et je ramène à ceux des miens qui veulent retourner. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me contactent souvent pour avoir des conseils à ce niveau-là. Ah oui. Ok. Ah, mais c'est cool. Et donc tu fais ça chaque année tu retournes et En tout cas, ça serait l'idée à chaque année. La dernière fois c'était en 2017. Ah oui. Là, 2019. Normalement, l'année prochaine j'y retourne parce que là, à partir de cette année, on a vraiment commencé un travail sur place au pays. Avec des collègues avec qui je travaille, dont la structure AgroProject à Kinshasa, qui fait le suivi on va dire, des projets agricoles, donc c'est-à-dire avant le début du projet, pendant le projet et après le projet. Ok, et donc quand tu as été en 2017 et là maintenant tu as été récemment, est-ce que tu as vu une grosse différence? Est-ce que tu as vu du développement? Tu as vu que non, voilà, franchement, je crois que ça avance, qu'on est sur la bonne voie, ou bien tu as l'impression que le pays recule? Bah, disons que c'est toujours à demi-teinte, donc on voit toujours les mêmes bêtises, si je puis dire, qui se passent au pays, le chaos, machin chose truc, les comportements des gens, les structures, la situation politique. Mais comme je dis aux gens, il ne faut pas attendre que l'Afrique s'arrange, soit au top pour penser y retourner. Non, c'est maintenant qu'il faut y retourner. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à y aller et surtout à y aller pour observer d'abord et écouter. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent et puis après ils sont là, ils se disent oula, je crois que j'aurais peut-être pas dû partir parce qu'ils ont peut-être pas fait leur... Parce que moi je t'avoue franchement, j'aimerais bien rentrer, voilà, peut-être dans 2-3 ans, mais j'avoue que non, je me dis non, il faut d'abord que j'aille voir déjà dans quel pays, parce que même si je suis d'origine burundaise, rwandaise, congolaise, je me sens vraiment, j'ai envie d'être à l'aise dans n'importe quel pays d'Afrique où je vais aller. Mais pour ça d'abord je me dis non, on va d'abord voir un peu où tu pourrais être bien, quoi. Non, il faut connaître, c'est pour ça que je dis aux gens qui viennent d'ici, évitez de partir là-bas avec des idées préconçues, des projets préconçus, une sorte d'arrogance néocolonialisme des Africains vers les Africains. Allez-y avec toute humilité.
profitez pour écouter les gens. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, à vous apprendre, et allez-y pour observer, pour voir comment fonctionnent les choses. Une fois que vous avez écouté et observé, vous revenez en Europe, vous passez un peu de temps pour réfléchir sur vos projets, voir comment les deux peuvent matcher. Vous faites un second voyage cette fois-ci pour maintenant commencer à établir des ponts entre vous, les bases, entre vous et ceux qui sont au pays. Et peut-être alors un troisième voyage pour réellement commencer à y travailler. Moi, mon premier voyage seul, c'était en 2014. Ah ouais. Ensuite, je passais mon deuxième voyage seul en 2017. Et là, mon troisième voyage seul en 2019, là, j'ai réellement commencé parce que j'ai maintenant un réseau de personnes compétentes aussi, avec qui je suis en relation, avec qui je sais que si je commence un travail, on va l'emmener jusqu'au bout. Parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup ça, hein, parce que moi, voilà, j'ai quand même pas mal de connaissances qui sont retournées. Il y en a qui ont vraiment été déçus, qui ont fait confiance à certaines personnes. Et voilà, et ça a été vraiment, peu catastrophique. Mais donc, c'est ça, je pense aussi que ce serait justement bien qu'il y ait comment on appelle ça, ce réseau, justement, de personnes pour aider les gens qui veulent rentrer, quoi. Et c'est un réseau qui existe. En tout cas, c'est un réseau informel de gens qui y vont souvent. C'est pour ça que je dis aux gens qui y vont pour le travail, pour le business, faites-vous connaître. On a besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, pour que ceux qui peut-être veulent faire comme vous puissent avoir des bons conseils. Alors qu'en général, les gens, quand ils partent en souffle. Ils sont partis, ils reviennent, ils disent rien du tout. Non, il faut partager. C'est parce qu'on ne le fait pas. Parce que moi, j'ai regardé les communautés, par exemple la communauté libanaise, chinoise et autres. Comment ils fonctionnent, c'est que sur place, ils ont un réseau. Aucun Chinois ou Libanais ne peut venir, ou Pakistanais ne peut venir sans passer par ce réseau-là. Ils débarquent d'Inde au Congo. Au Congo, il est pris en charge par un groupe d'Indiens qui lui disent qu'il doit voir, qui lui donnent des fonds pour débuter son activité. Si tu as un problème avec la police, tu contactes un tel. Tu as un problème avec l'armée, c'est un tel. Avec l'administration, c'est un tel. Donc, ils le mettent directement dans un réseau et dès qu'il arrive, il peut directement commencer son business. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous, c'est vraiment ce qu'il nous manque, en tout cas de connus. Mais maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui ont vécu ici, qui sont retournés sur place et qui maintenant servent de relais là-bas à ceux qui veulent rentrer. Mais en tout cas, il faut connaître le réseau. Ça, c'est bien, parce que j'ai vu aussi, mais je sais plus, c'est aussi quelqu'un qui fait des vidéos sur ça, sur comment rentrer, quel domaine aller, etc. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que de plus en plus de gens veulent rentrer, quoi. De plus en plus de gens veulent rentrer, donc il y a une demande qui est là et que d'attendre que d'autres le fassent pour nous, faisons-le nous-mêmes. Exactement. Faisons-le nous-mêmes. Exactement. Et donc là, alors, on passe dans ton côté panafricain. Hein, donc voilà. Est-ce que tu peux expliquer, voilà, peut-être pour les personnes qui savent pas, c'est quoi être un panafricain? Être un panafricain, ça, on va dire, je vais le résumer par un terme en Kiswahili, Ubuntu. C'est-à-dire, je suis parce que nous sommes. D'accord. Panafricanisme, c'est ça. Donc, c'est-à-dire la solidarité entre peuples africains. On se doit absolument d'avoir cette solidarité. Pourquoi? Parce que les mêmes enjeux qu'il y a au Congo sont les mêmes, si je puis dire aussi, qui régissent les difficultés dans d'autres pays. Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon et autres sont les mêmes difficultés. Parce qu'on sait à la base, au niveau historique, c'est le même vécu historique qu'on a eu. Donc l'invasion, l'occupation, la colonisation. On l'a tous vécu. Dès le moment où on a tous vécu ça de la part de ce système colonialiste, c'est-à-dire qu'ils ont adapté, selon les pays et les peuples, les mêmes méthodes. Donc maintenant qu'on connaît ces méthodes-là, on sait comment y répondre. Mais si on s'enferme entre Congolais, entre Kenyans, entre machins, en espérant que ma solution viendra de moi-même, non, on se trompe. On a des expériences à tirer de chaque peuple, on a des acquis à tirer de chaque peuple pour savoir comment est-ce qu'eux ont su faire pour en arriver à ça, qu'est-ce qu'ils ont subi pour en arriver à ça. En fait, c'est vraiment une histoire d'apprendre les uns des autres. Mais si on n'apprend pas les uns des autres, si moi je m'intéresse pas à ce qui se passe au Burundi, au Rwanda, comment je fais? En sachant bien que ce qui se passe au Rwanda, au Burundi a de l'impact sur le Congo. En sachant ce qui se passe au Sud-Soudan a de l'impact sur le Congo. Angola, Congo. Alors voilà. Donc je me dois en tant qu'Africain, panafricain, de me soucier de ce que vivent mes autres frères de l'autre côté de la frontière coloniale. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme des peuples, donc le soutien, l'unité au niveau des peuples. Parce que je l'ai déjà publié il y a plusieurs années où je parlais du panafricanisme des peuples et le panafricanisme d'État, panafricanisme politique. C'est-à-dire que le politicien, lui, pour atteindre des objectifs politiques, il va mettre en avant un côté panafricain dans son discours, dans sa manière de faire les choses. Voilà, ça c'est parce qu'il a un but politique. Mais de l'autre côté, il y a le panafricanisme des peuples qui est surtout basé sur la solidarité mutuelle à cause justement des expériences historiques. Voilà, c'est pour ça que quand on voit ce qui se passe au Soudan, on ne peut être que solidaire. Parce qu'on voit exactement que ce qu'ils vivent au Soudan, au Congo, on le vit quelque part aussi.
On voit que c'est il y a beaucoup de similitudes. Exactement. Et même quand on voit malheureusement tous les massacres, Exactement. quand on voit les dictatures Exactement. aussi, des gens qui restent au pouvoir pendant des années, des la prédation années, économique, on voit que c'est la même chose. Donc, on a besoin de se soutenir mutuellement. On a vraiment besoin. Je peux prendre la solidarité arabo-musulmane. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, il se passe un truc, tu vois, les autres qui réagissent. Parce qu'il y a cette solidarité pan-arabique, si je puis dire. On a besoin de cette solidarité au niveau de l'Afrique parce que ce sont exactement les mêmes enjeux qu'on subit, les mêmes prédations économiques, les mêmes dictatures, les mêmes ingérences. Donc, on a besoin de se soutenir les uns les autres, mais pour ça, on doit se connaître. Voilà. Ça, je dis souvent aux gens, connaître l'autre Africain, c'est quoi? C'est pas juste savoir qu'il est de tel pays. Non. Va connaître sa culture. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il mange? Intéresse-toi. Voilà. Sa langue, c'est quoi? Son histoire, c'est quoi? Tout ça, là, il faut connaître. Dès le moment où on s'imprègne de cette connaissance-là, alors on devient, si je dis, réellement panafricain. Moi, par exemple, j'ai dû m'imprégner de la culture bantou, c'est-à-dire les bantous représentent, au fait, c'est une communauté de peuples qui représente 70% des peuples noirs d'Afrique, voire même au-delà. Je me suis dit, si je veux être réellement panafricain, je dois plonger dans la culture, dans les racines profondes. Alors, en plongeant dans les racines profondes, j'ai trouvé le lien qu'il y avait entre le Congolais, le Camerounais, le Gabonais et compagnie. Voilà, on voit que ce sont les mêmes peuples qui ont tourné, oui, bien, c'est ça, qui voilà, qui ont été divisés, exactement, qui sont exactement. déplacés, etc. Et du coup, j'ai plus facile à pas seulement dire à l'autre Africain, mon frère, quand je le dis, je le sens réellement. Parce que je sens qu'il y a un lien génétique, culturel entre nous, parce qu'on s'est beaucoup déplacé en Afrique et on se doit d'être solidaire parce qu'on a ce lien-là entre nous. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Ok. Et donc, alors, est-ce que tu penses que c'est un combat qui est encore aujourd'hui d'actualité, ou bien tu penses que oui, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, que les Africains sont pas encore solidaires entre eux? Je dirais qu'il y a quand même de la solidarité, il y a toujours eu de la solidarité, on peut même le voir au niveau local, bon, comme j'ai pu le voir aussi un peu en allant à Brazza, mais cette solidarité est battue en brèche par la violence économique, la violence politique, la violence économique, la violence spirituelle et sociétale. Cette solidarité est battue en brèche, pourquoi? Parce qu'on peut prendre l'exemple des Kinois et des Brazzavillois. Dernièrement, les Brazzavillois ont expulsé des tas de Congolais de Kinshasa. Ah bon? Okay. Ouais, pour des raisons politiques, économiques à eux. Et on voit bien que depuis qu'ils ont expulsé, la vie sociale à Brazza, la vie économique a fait ça. Elle a chuté. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le même activité, il n'y a plus le même engouement à Brazza, il n'y a plus le même mouvement, la même ambiance, parce que les Kinois sont des gens très forts en économie et très forts en ambiance aussi. Donc, le fait de les avoir expulsés de Brazzaville, ça a fait retomber l'ambiance dans la ville. Voilà, donc, on se doit d'avoir cette solidarité. Et puis même, quand on a vu après ce qui s'est passé à Brazza, les explosions, les morts qu'il y a eu, on a senti ce besoin, nous, d'être solidaires avec eux. Voilà. Et je pense que c'est ce sentiment-là qu'on doit toujours avoir les uns envers les autres, malgré ce qu'on peut voir et entendre. Oh, on a chassé des Congolais d'Angola. Oh non. Oui, c'est ça, même quand on dit l'Afrique du Sud aussi, quand ils chassent aussi tous les Congolais, tout ça. Il faut toujours voir, au fait, au-delà du simple acte. Parce que même s'ils sont des civils, je veux dire sud-africains qui ont chassé d'autres Africains, toujours voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pourquoi mais ça reste peut-être toujours aussi un petit nombre, hein. Peut-être qu'on en fait exactement. aussi un gros, tout à fait. un gros buzz, tout à fait. mais c'est peut-être juste un groupe. Tout à fait. Et alors après, on croit que tous les Sud-Africains sont comme ça. Tout à fait. Mais quand on va en Afrique du Sud, on se rend compte, mais comment on est accueillis. Ils sont super contents de te voir. Ils sont là, mais non, mais rester en Afrique du Sud, c'est vraiment bien. Moi, quand j'avais été, ils disaient, non, mais faut rester, exactement. etc. Donc, j'ai pas vu, justement, ce racisme. Et puis, de toute façon, je pense que le racisme, on l'a surtout d'abord entre nous. Ça, je pense que c'est dans toutes les nations. Disons que c'est dans le fond de chaque personne. Hein. Voilà. Moi, je prends toujours l'exemple de, le fait économique. On peut voir l'exemple entre l'Europe aujourd'hui qui est en train de virer vers l'extrême droite et l'Europe dans les années 30. Dès qu'au niveau économique, ça se passe mal, les locaux, les autochtones vont chercher un bouc émissaire et ça va être les étrangers. Voilà, exactement. Voilà. Donc, quand en Afrique du Sud, ça se passe mal, au niveau économique, ils cherchent un bouc émissaire, ça va être les étrangers. Donc, dès le moment où on va, en tant qu'Africains, dans les pays africains, résoudre des problèmes économiques, il y a des tas de problèmes qu'on ne verra plus. Exactement. Et donc voilà. Donc alors aussi pour essayer d'un peu cerner, je pense qu'on va peut-être cerner un peu. Ok. Mais est-ce qu'il y a une nouvelle dans la presse récemment? Bon, récemment, ça peut être 2-3 mois, qui t'a touché, qui t'a révolté, et pourquoi? Disons qu'il y a tellement de choses que je vois dans la presse, plus via les réseaux sociaux qu'autre chose, et il y a des tas de choses qui me révoltent. Mais je pense que le tout dernier, ça a été ce reportage qui est passé sur RTL TV. Par rapport à un truc avec des touristes belges, des migrants qui ont gâché leur voyage, leur ont gâché leur séjour parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans la plage. Oui, c'est ça. Des migrants qui étaient morts dans la plage et ils n'étaient pas contents. Ça a gâché leur séjour.
on voit qu'il y a, on va dire, l'humanité en train de foutre le camp, le côté humain. Il y a un manque d'amour, ça c'est d'office. Il y a un manque d'amour de l'autre, et parce que je ne vois pas ce que des congés ont de si important pour te sentir mal à l'aise parce que tu as vu des morts. Parce que si on mettait ça dans l'autre sens, si c'était des compatriotes à eux, je ne pense pas qu'ils réagiraient de la même manière. Exactement. Donc il y a vraiment un certain désintérêt de l'être humain. Là, je parle de l'être humain en général. Oui. C'est des choses très graves, très importantes, qu'on se demande vraiment où va le monde. Et quand pour des choses aussi bêtes, les gens se permettent. Surtout même, je veux dire que les personnes en tant que telles, voilà, on peut dire que voilà, peut-être elles sont idiotes ou je ne sais pas quoi, mais le fait que le média lui-même en parle avec ce point de vue-là, du oh, des touristes ont été. Non, même dans la presse, on sent qu'il y a ce côté humain qui a foutu le camp. Oui, parce que justement, ils ont été critiqués justement parce Exactement. qu'ils en ont parlé, mais même pas d'une manière. Ça a été comme très si eux léger. aussi étaient outrés, quoi. Ouais. Que c'est même pas de dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent. Exactement. Et c'est là qu'on voit que l'humanité fout le camp. Et dès le moment où l'humanité fout le camp, ben c'est une porte ouverte à des tas de choses qui peuvent arriver, des tas de choses aussi stupides les uns que les autres, aussi. Bref, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal parce que je dis que l'autre qui meurt ou qui subit une injustice, ça pourrait être toi. C'est ça. Quand on voit la manière dont les migrants sont traités aujourd'hui, je me rappelle les Européens dans les années 40, 30 et compagnie, quand c'était eux les migrants vers les pays d'Afrique, le Maroc, le Sénégal. Je me dis que voilà, il faut rappeler l'histoire. Il faut leur rappeler qu'un jour ils ont été migrants. Il faut rappeler à certains Belges que leurs arrière-grands-parents venaient d'Italie, c'était des migrants, etc., etc. Donc il faut leur rappeler que les migrations n'ont pas été dans un seul sens. Et aujourd'hui, je sais que là, je reviens par rapport à l'Afrique et à mon livre Kemetos, c'est qu'il y a de plus en plus de migrants qui quittent l'Europe vers l'Afrique. Les Portugais qui vont en Angola en situation irrégulière et que l'Angola expulse. Ah, c'est vrai? Ça, c'est pour dire que la situation économique se détériore tellement dans certains pays d'Europe que je sais que dans l'avenir, les flux migratoires vont changer, vont partir d'Europe vers l'Afrique. Alors, je pose la question aux Européens. Pensez-vous que les descendants des Africains, donc nord-africains et Afrique subsaharienne, vont oublier ce que vous avez fait à leurs ancêtres? Je ne pense pas qu'ils oublieront. Donc, vous avez intérêt à mieux traiter les migrants aujourd'hui parce que demain, lorsque la situation va s'inverser, et elle est déjà en train de s'inverser, les Africains de demain vont se souvenir que, quand mon arrière-grand-père Momi, mon arrière-grand-mère Keisha était en vie, vous les traitiez comme ça. Alors, ce jour-là, quand des migrants belges vont débarquer au Congo ou au Rwanda, attendez-vous à une réaction qui va être l'équivalent de la vôtre au XXIe siècle. Voilà, donc, parce que l'humanité fout le camp. Tellement l'humanité fout le camp, attendez-vous à ce que l'autre aussi puisse se rappeler de ce que vous l'avez fait. Oui, c'est ça, parce que souvent, parfois aussi, c'est que c'est dans un sens, quand on refait à la personne, et c'est parfois, ça peut mettre une personne, elle te fait du mal, mais toi, quand tu vas lui faire, elle comprend pas, quoi. Elle comprend pas, elle dit, mais d'où ça vient? Mais en fait, je n'ai jamais rien fait de ma vie. C'est pour ça que c'est super important de rappeler l'histoire, d'en parler dans les livres d'histoire, par exemple, la colonisation, le rôle du roi Léopold II, compagnie. C'est important que nos enfants le sachent, pas pour se venger, mais pour qu'on en tire une leçon pour savoir pourquoi est-ce que c'est arrivé et comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus et que on n'ait pas des comportements qui tendent à mépriser l'autre à cause de ce qu'il est. C'est ça. Parce que si on ne change pas ça, demain, parce que prenons l'exemple de la Chine, La Chine, dans les années 60, ils étaient traités comment, les Chinois? Ils étaient vus comme un peuple très bas, là. Mais aujourd'hui, tout le monde respecte les Chinois et même certains en ont peur. Parce qu'au niveau économique, ils ont pris le dessus. Alors, imaginons que demain, après le cycle de la Chine, ça devient le cycle de l'Afrique. Économiquement, qu'on va prendre dessus, alors, avec l'esclavage et la colonisation, je veux dire qu'on a des griefs sérieux pour se venger. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On a des griefs sérieux. C'est ça. Mais parce qu'il y a ce côté Ubuntu en nous qui veut qu'on ne rende pas forcément le mal. Ça ne risque pas de se passer, mais il y a peut-être justement des gens qui disent, ils ont le droit, justement. Exactement. Et ils vont peut-être le faire. Exactement. Et plus on voit ce mépris du noir, de l'arabe, de l'autre, de rester pérenne, continuer comme on le voit aujourd'hui, plus il y a de fortes chances que les descendants de ces personnes-là sur le continent africain, tôt ou tard, se disent, on va vous appliquer la même chose. Ou alors tout simplement stop, vous ne rentrez pas chez nous. Oui, c'est ça, exactement. Et là, je pense que ce sera un peu chaotique, très chaotique, très chaotique, pire, très chaotique, pire, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, franchement, Momi, merci beaucoup. En tout cas, merci à toi, Keisha. C'est vraiment très. Allez, quand on t'écoute, on a envie de t'écouter encore plus. Merci. Mais on n'a qu'une demi-heure, on n'a que 30 minutes, et puis c'est tout. Alors, comment est-ce qu'on peut donc aller? T'as une page, donc comme tu disais. J'ai une page
Facebook. Ok, Mommy Mbouzé. Mommy Mbouzé. Surtout, c'est là on trouve tout. Ouais, Il y a des liens sur tout, j'imagine. Mais disons même en tapant les titres des livres, vous allez... Même en tapant Mommy Mbouzé sur Google, vous allez voir. Voilà, oui, c'est ça, parce Tout que un les nuage livres, voilà, on se souvient pas. Au moins, on sait Mommy Mbouzé. Vous pouvez le voir sur tous les réseaux sociaux. En plus, il est très actif. Il a un avis sur tout. Presque. Every day. Je t'avoue que je regarde tous les jours ta page. Comme ça et tout, il a un avis sur tout. Donc voilà, c'est clair, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Parce qu'en plus, tu n'es pas une langue de bois, tu dis clairement les choses. Et ça, je trouve que c'est très, très, comment dire, c'est rare. Très, très rare. Parce que même si parfois, voilà, il y en a qui sont pas d'accord, ou voilà, là, ou même parfois, moi, je suis là, et tout, mais au moins, c'est dit, t'es comme ça, et t'es pas d'accord, mais au moins, tu le dis, quoi, et c'est clair. Et ça, je trouve que c'est vraiment, non, c'est important parce que je dis aux gens, l'Africain doit apprendre à libérer la parole, que de garder les choses dans son cœur. Non, libère. Comme ça, tu dis que les gens, parfois, moi, des fois, je dis des trucs et j'apprends des autres, et voilà, je me fais un avis, et je grandis aussi en maturité parce que j'apprends des autres. C'est ça. Mais ceux qui ont la connaissance et qui ne la diffusent pas, moi, je dis que ce sont des gens qui pêchent, mais énorme. Oui, voilà, ça. donc tu sais une chose, transmets et partage avec les autres. Ok, ce sera le mot de la fin. Un grand merci et donc voilà, on se retrouve très très bientôt dans 30 minutes et puis c'est tout.